Ibrahima Diouf. Merci bien, Chérif Diop. Il est le directeur général du bureau de mise à niveau. Bonsoir, Monsieur Diouf, et merci d'être avec nous. Bonsoir, Madame Touré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir aux téléspectateurs de la TFM. Vous démarrez aujourd'hui ce qui a déjà été fait, les journées dédiées au bureau de mise à niveau. Mais si on s'arrête déjà au bureau, en quoi consiste son travail? Merci beaucoup. Le travail du bureau de mise à niveau consiste à accompagner les entreprises sénégalaises à améliorer leur performance, on peut dire de manière globale, mais notamment leur compétitivité sur leur marché et à l'export. C'est-à-dire faire de sorte que les entreprises sénégalaises soient capables d'affronter la concurrence et de s'en sortir. Ça, c'est en résumé la mission du bureau de mise à niveau. Le bureau de mise à niveau aussi, c'est le bras opérationnel du programme de mise à niveau. C'est un programme de l'État du Sénégal qui a été initié en 2005 avec l'appui des partenaires techniques et financiers, notamment l'Agence française de développement et l'ONUDI, l'assistance technique de l'ONUDI, pour permettre au Sénégal d'outiller son tissu industriel consécutivement à l'ouverture des frontières qui se profilent. Ça, ce sont les ambitions. Quand on parle de mise à niveau, au départ, il faut constater qu'il y a d'abord un niveau. Exact. Parce que pour vouloir faire la mise à niveau, il aurait fallu qu'il y ait d'abord un niveau. Tout à fait. Or, 3 points de suspension, c'est quoi le niveau d'industrialisation du Sénégal? En effet, la mise à niveau s'adresse à un secteur productif déjà existant. Donc, la mise à niveau n'est pas l'industrialisation. La mise à niveau ne s'adresse pas aussi à des entreprises qui démarrent. C'est bon à savoir. La mise à niveau s'adresse à une entreprise déjà en activité, qui a du potentiel et qui, quand elle est accompagnée, pourra devenir, au bout de l'accompagnement, un champion national ou un champion local. Alors c'est à ce niveau qu'on a le nerf de la guerre, parce qu'il nous est arrivé par exemple de rencontrer des Sénégalais comme ça, et qui sont des entrepreneurs, qui sont dans des entreprises, c'est vrai que des petites et moyennes entreprises, mais la contrainte elle est standard. En d'autres termes, il y a trop de charges de fiscalité qui s'abat sur eux au point qu'ils ne peuvent pas se développer. Donc, si on ne fait pas un suivi, financièrement parlant, technologiquement parlant, l'expertise est là, c'est vrai, la mise à niveau va traîner, je pense. Justement, la mise à niveau a vocation à apporter des réponses à ces contraintes dont vous venez d'énumérer. Et ça, ces contraintes-là relèvent de ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de l'entreprise. L'environnement fiscal, l'environnement juridique, l'environnement financier, l'environnement technologique. Cet environnement-là, effectivement, nécessite un ajustement, c'est-à-dire faire de sorte que l'environnement soit propice. Quand quelqu'un décide d'entreprendre, que ça ne soit pas un parcours du combattant, que l'acte d'entreprendre soit un acte facilité, que s'il a besoin d'accéder au financement, il s'adresse à une banque qui regarde bien entendu son dossier. Si le dossier est bon, accorde le financement. S'il a besoin d'un site, c'est-à-dire d'un terrain pour construire son usine, que ça ne soit pas aussi la grande déconvenue. S'il a besoin de construire, que le permis de construire ne soit pas aussi un parcours du combattant. Bref, l'environnement est important. Alors, vous portez ce projet de mise à niveau. Il y a, je reprends la même démarche, il y a un besoin de mettre à niveau, donc d'avancer. Et vous avez cité tout de suite l'environnement. Est-ce que l'environnement au Sénégal est en adéquation avec le profil de nos entrepreneurs? Vous savez, il n'y a pas un environnement idéal. Même dans les zones que l'on appelle les paradis fiscaux, peut-être il y a des améliorations à faire.
Parce que peut-être sur le plan fiscal c'est bon, mais est-ce que sur le plan des autres facteurs de production tels que l'eau, tels que l'électricité, tels que le transport, est-ce que c'est OK? Donc l'environnement est à améliorer sans cesse. Quels sont ces points faibles si on devait y toucher du doigt? Bon, aujourd'hui, effectivement, je pense que le coût des facteurs est assez élevé. Si nous nous comparons, par exemple, avec la Côte d'Ivoire, qui est quand même notre concurrent direct dans l'espace UMOA. Le kilo du kilowattheure en Côte d'Ivoire est moins cher que le kilo du kilowattheure au Sénégal. Et la conséquence est que si deux entreprises qui évoluent dans le même secteur et qui utilisent pour 60%, par exemple, de ce facteur de production qui est l'électricité, le produit sorti au Sénégal, sur le marché, sera forcément plus cher que le produit sorti en Côte d'Ivoire et qui va sur le marché, qui concurrence notre produit. Très bien. Vous prenez le thon, c'est pareil. Vous prenez l'industrie plastique, on peut donner des exemples. Vous prenez l'industrie agroalimentaire, on peut donner des exemples. Ça, c'est vrai. Le facteur énergie reste encore cher au Sénégal, mais des efforts sont faits en ce moment. Et sur d'autres facteurs de production, tels que les télécoms, le Sénégal a procédé à des investissements importants, des investissements structurants, faisant qu'aujourd'hui, le secteur des technologies de l'information et de la communication explose au Sénégal. Alors, si on en vient aujourd'hui à ce que vous avez déjà eu à faire, vous dites depuis 2005 que vous êtes là, vous êtes en train d'exécuter ce programme. Oui. Combien d'entreprises avez-vous accompagné et comment s'est fait cet accompagnement-là? Bon, ce serait bon de revenir un tout petit peu sur la mise à niveau, encore une fois sur le concept. La mise à niveau intervient toujours dans un cadre d'accord de libre-échange. C'est-à-dire quand des pays signent des accords de libre-échange, c'est-à-dire libre circulation des biens et des personnes, des biens et des services, des capitaux, effectivement, il y a un pays favorisé et un pays défavorisé. C'était le cas, on le rappelle souvent, du Portugal, lorsque ce pays entrait dans la communauté économique européenne, qui est l'ancêtre de l'Union européenne. L'économie portugaise était en déphasage avec les autres économies des pays de l'Union, notamment France, notamment Allemagne, notamment Italie. Donc il fallait mettre à niveau revenir encore l'économie portugaise par rapport à ces économies-là. Donc la mise à niveau fait intervenir deux notions. Étalonnage, c'est-à-dire on mesure le gap de développement, le gap qui sépare le stade de développement d'un pays par rapport à un autre, et le rattrapage. Une fois qu'on a mesuré le gap, il faut procéder maintenant au rattrapage. Il faudrait que l'entreprise adhère à cela. Oui, l'entreprise, c'est important. Le facteur de réussite de la mise à niveau, c'est l'adhésion du chef d'entreprise. Il faut que le chef d'entreprise soit engagé. Il faut que le chef d'entreprise ait une vision, ait un programme. Et le programme et la mise à niveau aide à matérialiser cette vision, à matérialiser. Et pour les résultats, qu'est-ce qui a déjà été fait? Parce que j'en reviens aux entreprises accompagnées. Oui. Qu'est-ce qui a été fait? De 2005 à maintenant, nous avons développé au Sénégal plusieurs types de mise à niveau. De 2005 à 2015, on a développé ce qu'on appelle la mise à niveau classique, globale, qui s'adressait à la grande entreprise. Où même il fallait faire un diagnostic global, diagnostiquer la fonction production, la fonction RH, la fonction marketing, etc. Et cette grande mise à niveau s'adressait à cette frange de la population des entreprises, la grande entreprise. Si bien que beaucoup de petites et moyennes entreprises s'en offusquaient, disaient que bon, la mise à niveau ne s'intéresse pas à nous, s'intéresse seulement aux grands. Et là, nous avons reçu des instructions des plus hautes autorités d'adapter l'offre de mise à niveau à la PME. Et donc la grande mise à niveau aujourd'hui a accompagné 150 entreprises, mais si vous voyez, en 15 ans, 150 entreprises, donc c'est la moyenne de 10 entreprises par an. C'était peu. Alors qu'en 3 ans, nous avons expérimenté une nouvelle approche de la mise à niveau qui est la mise à niveau allégée ou sectorielle. Et en 3 ans, on a accompagné 257 entreprises. 250. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les zones de libre-échange économique, une formule qui est dans l'air du temps.
avec les risques que cela comporte, à l'image des Africains qui ont signé justement les accords. Récemment, les Africains comptent aller dans ce sens. Oui. Et ici au Sénégal, on parle de la non-protection de nos entreprises vis-à-vis des multinationales. Et c'est ça le nœud de la guerre. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'ils vont s'identifier à cette nouvelle orientation, cette nouvelle ouverture? Vous savez aussi, tout accord de libre-échange comporte des opportunités, mais également des menaces. Mais il faut transformer les menaces en opportunités. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, la zone de libre-échange continental va concerner une cinquantaine d'États africains. Ça va concerner 1,2 milliard de consommateurs. Si vous... L'enjeu, c'est à ce niveau. C'est ça. C'est ça l'enjeu. Parce que aussi, moi je pense que si moi, industriel, je sais qu'aujourd'hui j'ai un marché de 1,2 milliard de consommateurs, je pense que je vais me faire sourire à produire sur le marché un produit de qualité, un produit qui colle aux besoins du consommateur et un produit compétitif. C'est-à-dire, si un autre produit similaire le trouve sur le marché, mon produit sera vendu. Ça, c'est de la stratégie et de la vision du chef d'entreprise. Maintenant, l'État peut dire, écoutez, moi je mets en place un programme pour accompagner les entreprises sénégalaises dans la quête de nouveaux marchés, pour accompagner les entreprises sénégalaises d'être vraiment bons chez eux, parce que pour être champion à l'étranger, il faut être champion d'abord chez soi. Être compétitif. C'est soi. Hein? On ne peut pas prétendre courir le 100 mètres avec Usain Bolt, alors qu'ici, tu ne peux pas courir les 50 mètres avec tes homologues. Il ne faut pas faire d'illusions. Donc, préparer l'entreprise pour qu'elle soit vraiment performante sur son marché, sur le marché domestique, mais préparer aussi l'entreprise de telle manière que, à l'export, quand elle rencontrera d'autres entreprises similaires, par exemple le thon sénégalais, pour parler plus pragmatique, le thon sénégalais et le thon thaïlandais, quand ils se retrouvent tous deux sur le marché de Rungis, mais le consommateur va regarder quel est le thon qui a le plus de valeur ajoutée. Ouais. Si le thon sénégalais est dans une boîte, certes, mais pas très joli, et que c'est du thon seulement, alors que le thon thaïlandais est dans une belle boîte avec un peu de maïs dedans et un peu de tomate dedans, un peu de la valeur ajoutée, et effectivement, le thon thaïlandais va l'emporter. Comment aujourd'hui la mise à niveau peut accélérer le processus d'industrialisation de nos entreprises? De plusieurs façons. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que la mise à niveau préparait l'entreprise à la compétition locale, à la compétition sous-régionale et à la compétition internationale. C'est à long terme. C'est le cours. C'est des étapes peut-être. C'est le court, moyen et long terme. Qu'est-ce qui a été privilégié? C'est l'aspect local, moi je pense d'abord, encore une fois, et bon, je peux donner un exemple. Bien sûr. Je peux donner un exemple. Allez-y. Aujourd'hui, moi j'ai de l'admiration pour ça. Michel Youssou Ndour a développé une stratégie qui mérite, je pense de mon point de vue, d'être enseignée. Parce que voilà un manager qui d'abord a pu s'imposer sur son propre marché avant de conquérir le marché international, qui n'a pas été la même démarche comparée à d'autres, par exemple. Et je m'en arrête là. Donc la stratégie de l'entreprise doit consister d'abord à exister, à être champion chez toi. Une fois que tu existes, tu es champion chez toi, c'est plus facile maintenant de conquérir d'autres marchés à l'international parce que tu t'ajustes. Les autres entreprises puissent s'inspirer de ce modèle-là. Il y a beaucoup de success stories dans le pays. Oui, comment faire pour que les autres s'inspirent? Bon, je ne vais pas les nommer, mais aujourd'hui la mise à niveau a accompagné dans le secteur du tourisme, dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur de la chimie. Beaucoup d'entreprises sénégalaises qui aujourd'hui ont renforcé leur position concurrentielle et ont su développer des produits et services
grâce à la mise à niveau qui leur vaut aujourd'hui d'être présent en Afrique centrale, d'être présent en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Que pèse le Sénégal en Afrique de l'Ouest? Que pèse le Sénégal en Afrique de l'Ouest? Bon, de toute façon, en Afrique de l'Ouest, il faut y aller doucement. En Afrique de l'Ouest, déjà, il y a un problème. Lequel? Le problème est que 90% des échanges extra-communautaires, si nous prenons le cas de l'UMOA, que je connais le plus, 90% des échanges extra-communautaires sont extra-communautaires au sein de l'UMOA. C'est-à-dire, c'est des échanges avec la Suisse, c'est des échanges avec l'Union européenne, c'est des échanges avec l'Inde, c'est des échanges donc avec la Chine. Ça et cela montre que non seulement on n'échange pas beaucoup entre nous, mais encore ce qu'on échange, ça vient de pays étrangers. Donc le tissu productif ouest-africain est déjà un tissu productif extra. Autrement, nous sommes des peuples de consommation. Malheureusement, le temps nous presse. Alors, je vais faire un peu dans la prétention pour aller dans un sujet dont je ne suis pas maître certainement, par réflexe de sénégalité, entre guillemets. Pourquoi ne devrions-nous pas, par exemple, changer radicalement l'environnement, l'aspect juridique, pour s'inscrire dans le protectionnisme, positivement parlant, parce que nous sommes la belle fille courtisée par tous les continents et toutes les industries du monde. Récemment, il y a eu la Russie, vous avez entendu parler de sommet Russie-Afrique. Ça, c'est sur le plan des marchés. Exact. La Chine l'a réussi aujourd'hui. Est-ce que, pour raccourcir, ça c'est les profanes qui parlent, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement s'attaquer à l'environnement juridique, protéger nos entreprises et qu'il y ait beaucoup plus de profit? Vous savez, il faut encore faire un tout petit peu un clin d'œil à l'histoire. Après les indépendances africaines, on avait pensé qu'il fallait des politiques protectionnistes pour permettre à l'industrie naissante de grandir et de compter parmi les industries les plus performantes. De 1970 à 1980, cette politique de protection n'a pas favorisé des gains de compétitivité, en tout cas dans l'absolu. Et il a fallu aussi, de 80 jusqu'à la fin des années 90, une dévaluation qui a été un traumatisme. Parce que, pour les économies faibles. Mais pour toute l'économie de la zone franc. Toutes les économies de la zone franc. Si c'est des économies faibles, les 14 pays de la zone franc étaient des économies faibles. Elles ne sont pas très fortes également. En tout cas, l'écrasante majorité... Si on considère dans l'absolu, c'était 14 pays où la monnaie a été dévaluée. Parce qu'il fallait trouver des solutions rapides pour améliorer la compétitivité de l'économie. Bon, aujourd'hui, le Sénégal est membre de l'OMC depuis 1995. Le Sénégal est membre de la État membre de la CEDEAO. Le Sénégal est Nous sommes signataires de plusieurs conventions. Donc, nous sommes signataires de plusieurs conventions qui n'ont pas donné de résultats finalement. Il n'y a plus de système généralisé de préférence. On ne peut pas continuer à se barricader pour dire personne ne rentre ici. Mais toi aussi, tu ne vas pas rentrer chez lui. Bon, mais effectivement, je suis d'accord avec vous qu'à un certain moment, il aurait fallu prendre des mesures de protection pour permettre à une filière, pour permettre à un secteur de se développer et de grandir. Ça, je suis d'accord. Mais dans l'absolu, encore une fois, on ne peut pas mener une politique autarcique d'une part et une politique de protection tous azimuts. Mais bon, tu ne vas pas continuer. Il y a eu beaucoup de politiques de programmes qui ont été, disons, présentées pour que les États puissent adhérer à cela. Je pense aux tarifs extérieurs communs, par exemple. Oui. Vous avez cité la ZLECA. Il y a d'autres accords qui lient les États africains, mais on peine à pouvoir appliquer cela. Où se situe le blocage? Pourquoi nous préférons l'extérieur plutôt que de pouvoir bénéficier de cet accord-là? Le blocage se situe dans des politiques d'intégration économique qui n'ont pas encore réussi.
il faut commercer davantage entre nous. Il faut que le Sénégal commerce davantage avec la Côte d'Ivoire, avec le Mali, que le Mali commerce avec le Burkina, vice-versa. Qu'aujourd'hui, par exemple, si vous prenez l'industrie cotonnière, moi j'aime bien quand on discute sur ça, on donne des exemples. Si nous prenons l'industrie cotonnière, le Burkina produit du coton, le Mali produit du coton, à une certaine échelle. Le Sénégal, à Tambacounda, dans le Kolda, produit du coton. Mais dans aucun de ces pays, il n'y a pas une industrie de transformation de ce coton en filature, ou bien en tout cas qui permettent d'avoir une industrie textile performante. Il serait temps que Sénégal, Burkina et Mali se concertent pour voir comment implanter une unité de tissage ici, une unité de confection là-bas, une unité, etc., d'assemblage ailleurs. Et c'est comme ça qu'on réalise des économies d'échelle et qu'on gagne en gamme, qu'on progresse dans les chaînes de valeur. Comment faire pour pérenniser ça dans le temps? Dans le temps, je pense qu'il faut des politiques volontaristes d'intégration et de solidarité aussi. C'est le cas de l'arachide. Aujourd'hui, la Sonacos est au Sénégal en train de transformer les graines d'arachide en huile, mais seul dans son coin, Unilever en Côte d'Ivoire, seul dans son coin, etc. Il faudrait cesser et avoir des tailles critiques pour peser sur le marché international. Alors, j'ai une dernière question pour ne pas prendre votre antenne. Alors, est-ce qu'on ne se trompe pas d'objectif quelque part? C'est une question très centrale. Nous sommes à l'ère du numérique. Oui. L'Afrique, le Sénégal est en train de se mettre à la mise à niveau pour les économies déjà existantes, oui, qui ne détiennent pas certainement l'avenir. On est dans le numérique. Est-ce qu'on ne sera pas encore en retard dans 30 ans? Non. Aujourd'hui, justement, c'est une question centrale. Aujourd'hui, justement, je pense que nous avons eu une formidable opportunité. La situation d'il y a 20 ans en arrière n'est plus la même. Aujourd'hui, nous devons profiter justement de cette formidable économie numérique pour essayer de rattraper en tout cas un pan entier de ce retard-là. Je voulais faire le rapport, oui, avec cette politique de mise à niveau justement. Oui. Le numérique et la mise à niveau. Oui. Aujourd'hui, bon, je pense que aujourd'hui, je vais encore citer des exemples. Nous avons accompagné des entreprises dans le numérique qui sont en train de se développer et de s'installer progressivement en Afrique de l'Ouest. Soit en termes de solutions, soit en termes de développement, soit en termes de réseau. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, le Sénégal compte parmi les champions sous-régionaux sur son sol. Et quand même, il ne faut pas trop en avoir la pudeur de le dire. Mais, encore une fois, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Le Sénégal, lorsqu'il investissait dans la fibre optique, ça fait longtemps que la Sonatel a fait ce travail à l'époque de la Société nationale des postes et télécommunications. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est arriver à accompagner les entreprises à réussir la transformation. C'est-à-dire, une petite entreprise, comment elle va devenir une moyenne, et la moyenne, comment elle va devenir une grande et plus tard une multinationale. C'est ce processus. On espère que ça ne va pas se résumer à la théorie. Non, parce que non, nous tombons très souvent dans le piège des slogans. On a de bonnes perceptions, de bonnes sensibilités, de très bonnes visions, mais c'est la finalité qui pose problème. Aujourd'hui, par exemple, on accompagne une entreprise en Casamance qui évolue dans l'anacarde, mais pas dans la noix, dans l'amande, mais qui évolue dans le jus d'anacarde. Est-ce que vous avez goûté au jus d'anacarde? Je ne pense pas. Ah, voilà. Et que c'est une petite coopérative dans le Oussouye, je ne sais pas, dans le Bignona encore, qui aujourd'hui est en train de développer ce produit. Si ce produit arrivait à être accompagné jusqu'à s'imposer sur le marché domestique, ce produit a des débouchés extraordinaires sur le marché international.
Vous prenez aujourd'hui une entreprise, Etamaya Balakir, qui se trouve aussi dans le Bignona, où ils produisent de la viande d'Autriche sous conserve. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est extraordinaire. Mais il faudrait que ces produits-là soient plus... Des produits vus à l'exportation, vraisemblablement, parce que nous sommes des Sénégalais et on ignore l'existence de il faut des recettes d'exportation aujourd'hui. Moi, est-ce que tu sais que, vous savez que, pardon, à Saint-Louis, vers Sawani, et bien dans le Diamant, nous accompagnons des entreprises dont les exportations alimentent le marché londonien, le marché espagnol. C'est bon d'invoquer les exportations. Mais cette exportation correspond à quel taux? C'est le volume qui peut avoir une importance. Non, c'est vrai, il faut une taille critique, je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour la taille critique, aujourd'hui aussi, il faudrait que les entreprises acceptent de se regrouper et pour recevoir de grosses commandes. J'ai été au Japon, à Kobe, en 2002. J'ai visité la ville de Kobe. La ville de Kobe, c'est une ville qui connaît beaucoup de tremblements de terre, de séismes. Et c'est une ville qui avait une industrie de la chaussure tellement développée que... Mais lorsque le tremblement de terre a eu lieu en 1997, ça a déstructuré et ravagé toute l'industrie de la chaussure. C'était en 1997. Moi, je suis allé en 2002. 5 ans après, donc, je suis revenu, je suis allé et j'ai vu que l'industrie a été reconstruite, réhabilitée. Je me suis dit, comment ils ont fait? C'est intéressant de poser des questions. Ils m'ont dit, écoute, c'était des industries de construction navale, il y avait la petite industrie de chaussures. Ils m'ont dit que nous sommes une région où il y a de petites entreprises. Mais quand il y a une grosse commande de Suzuki, de Hitachi ou de Mitsubishi, nous réceptionnons la commande et on fractionne la commande. Chaque petite entreprise prend une partie. C'est du perfectionnisme. Non, prend une partie. C'est une stratégie. Mais un peu de protectionnisme quand Merci beaucoup, Papi. on ne peut pas le départir de cet exemple. Il y a nécessité d'une petite dose de protectionnisme, c'est vrai. Au fur et à mesure, je l'ai dit. Une petite dose de protectionnisme. Mais vous prenez le cas... S'il vous plaît, en quelques secondes, le temps qui nous était imparti est terminé. Malheureusement. Merci beaucoup, monsieur Ibrahima Diouf. Ce sera certainement dans Giancarlo avec Papis Diaw et le reste de la bande. Alors, merci à vous de nous avoir suivis et à l'équipe technique également. Demain, à la même heure, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.